coup. Bon, très bien, allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet, si tu veux bien. Parlons HCAM, parce que c'est quand même le sujet qui nous occupe. Je ne vais pas dire qu'on est monotâche, hein, ça serait quand même faux de le dire, mais ça nous occupe quand même beaucoup. Tout d'abord, moi, avant de répondre vraiment précisément à cette question, si toutefois je peux arriver à répondre à une question aussi ouverte de manière précise, peut-être faire part d'un étonnement quand même sur ce sujet de cette fameuse articulation AMO-AMC, parce que comment est-ce qu'on a pu en arriver là à ce que ce soit autant dans les débats, parce que quand on regarde un petit peu ce qui préoccupe les Français, enquête d'opinion après enquête d'opinion, quand on leur dit c'est quoi vos préoccupations, vos envies, vos besoins en santé, en protection sociale, ils vont nous dire moi je m'inquiète beaucoup, je risque de plus avoir de médecin traitant à la fin de l'année, donc le désert médical, ils vont parler de l'hôpital, ils vont parler de la prise en charge de leurs vieux parents ou de leurs enfants en situation de handicap, mais franchement l'articulation AMO-AMC c'est vraiment pas leur sujet, quoi. Peut-être que voilà, si on pousse et si on creuse un petit peu, ils vont dire ma mutuelle elle me coûte quand même un peu cher, ma mutuelle. Mais le sujet, il n'est pas là, quoi. Le sujet, les chiffres sont avec nous. On a un reste à charge qui est le plus bas des pays de l'OCDE, donc vraisemblablement le plus bas du monde, 6%, et sur le panier de soins qui est le plus élevé, enfin le plus large du monde. Parce que quand on nous parle du modèle britannique, il n'y a pas de médicament dans le panier de soins qui est pris en charge par le NHS. Donc le médicament, c'est quand même pas un petit poste de dépense pour les assurés. Donc du coup, c'est pas le sujet des Français en fait. Donc comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Oui, bon, ça a toujours été un sujet un peu latent. Est-ce qu'il nous faut pas un peu plus de sécu? Quelque part, c'est mieux, la sécu, c'est plus solidaire. Mais quand même, quand je dis qu'il y a 6% de reste à charge, ça veut dire qu'on a l'un des systèmes les plus socialisés au monde aujourd'hui, avec la dépense la plus socialisée au monde. Et puis on a un système qui fonctionne pas si mal au-delà des seuls chiffres. On a un système qui est dit hybride, et on a réussi avec ce système à combiner un haut degré de solidarité. Et puis, ça c'est la sécu. Et puis d'un autre côté, de l'innovation, de la liberté de choix, même si la liberté de choix, on en a peut-être un petit peu de moins en moins, mais on a de la liberté de choix, et ça c'est les mutuelles ou les organismes complémentaires, bien sûr. Mutuelle de manière générique, si tu veux bien. Donc voilà, ça ne veut pas dire que notre système n'est pas perfectible. On continue à avoir concentré sur certaines personnes des restes à charge très élevés. On a aussi des sujets d'équité qui sont majeurs dans notre système de protection sociale. On a un régime fiscal ou social qui, pour le dire de manière très caricaturale, bénéficie aux actifs plutôt en bonne santé, et puis en défaveur du coup des personnes âgées qui ont des restes à charge plus élevés. Et donc avec tout ça, on a un marché très segmenté, et donc du coup une tarification au risque, disons-le, une tarification au risque qui peut à terme rendre insoutenable le prix de sa mutuelle pour une certaine catégorie de la population, les plus âgés et puis les plus précaires d'un point de vue professionnel. Et donc ça c'est un sujet qui nous a préoccupés. Et maintenant 2-3 ans à la fédération, on s'est dit il faut qu'on travaille sur ce sujet, parce que c'est déjà pour la couverture des besoins de santé des Français en premier lieu, mais aussi parce que c'est presque un sujet existentiel pour nos mutuelles, puisque ce sont nous les mutuelles qui couvrons 75% des plus de 65 ans. Donc il y a un vrai sujet de soutenabilité pour cette population-là, et nous on couvre cette population-là. Alors on ne savait pas nécessairement il y a 2-3 ans que ça allait être un sujet aussi prégnant dans la campagne présidentielle. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé, nous, en interne à la Fédé, c'est-à-dire qu'on a commencé, en quelque sorte, un peu en avance de phase. On a fait un peu les mêmes travaux que ceux qui ont été conduits par le HCAM jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a identifié l'éventail des scénarios qui pourraient être mis sur la table. Et puis, on les a instruits, on les a regardés. On a regardé quelles pouvaient être les conséquences de chacun de ces scénarios pour la couverture des besoins de santé, pour la couverture des restes à charge, pour en coût de santé, l'impact sur les finances sociales, les finances privées. On a regardé aussi l'impact pour les mutuelles, bien sûr, on a quand même regardé l'intérêt des mutuelles. Et puis on a regardé quels étaient les scénarios les plus plausibles
soit politiquement, soit parce qu'on se dit que quelque part, parfois le statu quo, même si c'est pas porteur politiquement, ça peut être celui qui peut être tenu in fine. Et donc, on a mesuré chacun de ces impacts. Et donc, c'est pour ça que quelque part, en fait, pardon, j'ai pas une question sur le HCAM, quelque part, quand le HCAM est venu nous voir il y a 18 mois de cela en nous disant on va travailler sur le sujet, nous on a accueilli avec plutôt bienveillance les travaux du HCAM, d'autant que la présidente Anne-Marie Broca à l'époque nous avait dit moi si je veux travailler sur ce sujet c'est parce que je sais que ça va être un sujet qui va être porté et je veux pouvoir purger c'est le terme qu'elle a utilisé, hein, je veux pouvoir purger le 100% sécu. Le 100% sécu, c'est la fausse bonne idée, celle qui plaît à tout le monde, parce qu'elle est séduisante en fait, mais elle n'a jamais été instruite en réalité. C'est un slogan politique, elle n'a pas été instruite, donc on va le faire. Et donc nous, on a dit, ok, allons-y, et on va travailler ensemble. Ouais. Et juste, les travaux qui ont été menés, donc, qui ont démarré il y a déjà 2-3 ans, ça c'était avant la crise. Et du coup, est-ce que, au regard de la crise, ces travaux-là aussi ont été revalidés? Est-ce que ce qu'on vient de traverser a permis, pourquoi pas, de mettre en avant aussi un certain nombre de propositions qui n'étaient peut-être pas au bout du jour il y a 2 ans, au démarrage de la réflexion? Alors c'est sûr qu'avec la crise et la prise en charge à 100% de prestations de santé, je pense aux téléconsultations et aux tests, ça aide pas. C'est-à-dire que ça peut valider a posteriori le fait que c'est quand même beaucoup plus simple quand il y a un seul payeur. Et politiquement, ça sera porté de toute façon par le gouvernement en place le moment venu. Pour autant, nous, et le HCAM a vraiment gardé cette ligne de conduite. Il s'est dit, moi, j'essaye de pas me laisser polluer par l'environnement extérieur. Je continue mes travaux et je vais mener au bout des travaux qui seront le plus objectifs possible. Et le projet d'avis qui a été transmis vendredi soir aux membres du HCAM et qui a largement été diffusé depuis, et le projet de rapport qui est arrivé hier après-midi, je vous avoue que je l'ai regardé en diagonale pour l'heure, en fait on voit bien que le HCAM est resté droit dans ses bottes et son objectif c'est bien d'instruire chacun des scénarios, mais de surtout pas prendre parti pour un ou l'autre scénario. Donc il n'y a pas de... on sait bien que personnellement chacun peut avoir une préférence pour tel ou tel scénario, mais en tout cas le HCAM a bien décidé de ne pas hiérarchiser les scénarios. Après, aux hommes politiques, aux décideurs politiques de faire leur miel de ces propositions. Oui, et puis